Bonjour. Vous êtes anthropologue et sous le titre « Les enfants accusés de sorcellerie », vous avez rédigé pour l'UNICEF un rapport qui est reconnu par tous comme impressionnant, comme l'étude la plus complète sur les enfants sorciers. Et vous allez donc pouvoir, au cours de cette heure, nous aider à répondre, à mon avis, à la question la plus importante que pose ce documentaire. Pourquoi ces pratiques sorcières, qui semblent relever d'un autre âge, du Moyen-Âge, loin de disparaître, au contraire, se multiplient et sont même apparus au cours des 30 dernières années dans plusieurs pays d'Afrique. Toby Nathan, bonjour. Bonjour. Il y a les ethnologues qui travaillent sur les peuples, les civilisations. Vous pratiquez l'ethnopsychiatrie. Autrement dit, vous vous intéressez à la folie des autres. Sont arrivés vers vous plusieurs enfants sorciers. Ils ont même inspiré votre dernier livre très inattendu parce qu'il s'agit d'un roman policier, Les Nuits de Patience, qui se déroule pour partie en Guinée et pour partie en France. J'y ai relevé cette réflexion. La sorcellerie, c'est une façon de faire de la politique. Absolument. Pierre Jacquemot, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France dans plusieurs pays d'Afrique, et notamment très récemment, de 2008 à 2011, en République démocratique du Congo. Vous présentez ce pays aux éditions L'Harmattan sous le titre « Congo, puissance et fragilité », et vous y constatez, entre autres choses, que les religions qui combattent les sorciers, qui prétendent combattre les sorciers, sont en réalité prises elles-mêmes dans le piège de la sorcellerie. Et puis, Vincent Hugeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes un confrère, vous êtes journaliste, vous travaillez à l'Express, qui vient de publier un numéro hors série sur la France-Afrique. Il n'y a pas que les enfants sorciers, il y a aussi les enfants soldats. Et en 2005, vous avez obtenu un prix très réputé dans notre profession, le prix Bayeux des correspondants de guerre, pour un article que vous avez signé sur l'Ouganda et qui était titré « L'enfance massacrée ». Alexandra Cimbric, je commence avec vous forcément, et je commence forcément par la question la plus difficile. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'enfants sorciers en Afrique et où ils se trouvent le plus? Merci. Il est toujours difficile de parler des statistiques lorsqu'il s'agit des enfants accusés de sorcellerie, lorsqu'il s'agit des enfants de la rue ou dans la rue. Les études ou des organisations qui travaillent sur le phénomène sont assez claires sur la difficulté d'obtenir des statistiques. Alors, selon certains, des enfants qui sont des enfants de la rue sont pour la plupart aussi des enfants qui ont été accusés de sorcellerie et de ce fait envoyés ou rejetés par la famille et donc ils atterrissent dans la rue. Mais ce n'est pas la seule et unique cause, bien entendu. Donc les chiffres que nous disposons sont pour les enfants de la rue, qui pour moi sont tout aussi nécessitent des questionnements. On dit qu'aujourd'hui, en RDC, à Kinshasa, il y aurait 20 000 enfants de la rue, et parmi ces 20 000 enfants de la rue, 13 000 seraient des enfants accusés de la sorcellerie par leur famille. Et c'est en République démocratique du Congo qu'il y en a le plus? À l'heure actuelle, on peut dire que c'est le pays où nous parlions le plus de ce phénomène. C'est aussi ce pays qui est le plus médiatisé. En revanche, c'est un phénomène qui est présent en Afrique centrale. Mais par contre, je voudrais juste préciser que ce phénomène des enfants sorciers tel qu'il est présenté dans le film documentaire doit être distingué des enfants accusés de sorcellerie auparavant, des enfants en Afrique de l'Ouest qui sont des enfants mal nés, des enfants qui naissent avec, par exemple, des malformations, qui par la suite peuvent être nommés des enfants divins, comme des enfants sorciers. C'est un phénomène qui existait en Afrique bien avant. On n'est pas enfant sorcier à la naissance? Aujourd'hui, des enfants dits sorciers en République démocratique du Congo, on ne naît pas enfant sorcier. À quel âge on le devient? Il n'y a pas d'âge, on le devient parce que, selon les dires de ces enfants, parce que c'est les témoignages de ces enfants qui nous permettent de comprendre comment devient-on un sorcier lorsqu'on est enfant. Le plus souvent, c'est un parent, un voisin, qui offre
un cadeau sous forme d'un beignet, sous forme d'une mangue, à un enfant qui, par la suite, à travers la éducation, à travers le fait de manger ce fruit, deviendrait un sorcier. À quel âge? L'âge entre 3-4 ans, hein, il y en a déjà des enfants qui témoignent parfois d'être sorciers et qui sont accusés de sorcellerie. Essentiellement des garçons ou il y a des filles? Il y a des filles comme des garçons. Toby Nathan, parlez-nous, comme vous le faisiez il y a quelques mois dans Philosophie Magazine, du premier enfant sorcier que vous avez rencontré. C'était il y a une vingtaine d'années. Il y a 25 ans. C'était il y a 25 ans, c'est la première fois que je voyais une chose pareille. Et j'étais complètement étonné parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'on avait appris à l'université. C'est-à-dire, vous aviez un enfant qui... c'est un enfant qui m'avait été amené parce qu'il avait été brutalisé. Et c'est comme ça qu'il avait été repéré. Il avait été brûlé avec un fer à repasser. Et donc signalé, amené à l'hôpital. Et on nous l'a présenté. Et les parents, finalement, ont fini par avouer qu'ils l'avaient brûlé. Ça, dans la région parisienne. Hein. Ah, c'est à Saint-Denis, ça. Ouais. Hein. Et quand on leur a posé la question, mais pour quelle raison? Et ils ont dit, mais c'est parce qu'il a mangé son petit frère. Et donc, je dis, comment ça, il a mangé son petit frère? Je demande à l'enfant, vous avez un gamin qui avait 7 ans, 8 ans, qui vous regarde dans les yeux et qui dit, je suis un sorcier, j'ai mangé mon petit frère. Comment t'as mangé ton petit frère? Je lui ai mis une bouteille dans le ventre. Et comment tu as mis la bouteille dans le ventre? Par des moyens mystiques. Le gamin, il a 7 ans, il vous regarde comme ça et il vous dit ça. Il n'est pas fou, il délire pas, et c'est dans sa famille, c'est le plus intelligent et c'est celui qui réussit le mieux en classe. Tout de suite, vous avez compris qu'il n'était pas fou, qu'il y avait autre chose? Ah bah oui, et je me suis dit, là, il y a un autre problème, c'est une autre question. Et ça, c'était pas du tout décrit dans la littérature, c'est les premiers qui arrivaient en France. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, parce que ces enfants qui se retrouvent dans les rues à Kinshasa, à Cotonou, ailleurs aussi, hein, à Brazzaville, tous ces enfants-là, à un moment donné, eh bien, ils veulent s'échapper de cette situation et ils se débrouillent par des passeurs et nous les retrouverons en France parmi nos mineurs isolés, étrangers, que nous prenons en charge également aujourd'hui. Votre histoire, vous venez de le dire, c'était il y a 25 ans et vous ajoutez au moment où l'épidémie commençait. Oui, vous dites l'épidémie. Hein. Oui, c'est une épidémie parce que cette chose-là, il y a toujours eu de la sorcellerie en Afrique, comme il y en a dans nos campagnes. Hein, je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi, la sorcellerie. Il faut comprendre le phénomène, le mécanisme. Mais il y a eu un développement anarchique de cette sorcellerie. C'est une sorcellerie qui devient folle, en quelque sorte, en Afrique. Et ça, c'est une véritable épidémie qu'il faut comprendre et qui est très liée à des mouvements politiques, en fait. Hein. Et peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Pierre Jacquemot, vous avez été ambassadeur de France à Kinshasa récemment, de 2008 à 2011. Là, ce qu'on a vu là, dans ce documentaire, ça ressemble à ce que vous avez vu comme ambassadeur? Oui, alors là, on est dans un contexte tout à fait particulier, qui est la ville de Mbuji-Mayi, qui est une ville Far West, en plein cœur du pays, coupée de tout, parce que les infrastructures sont complètement inexistantes. Et je crois que c'est important de situer cette question des enfants sorciers dans ce contexte. Il y a deux choses qui expliquent l'expansion de ce phénomène depuis une vingtaine d'années. C'est d'abord la pauvreté, la misère, elle est visible au travers les images de ce film. Et dans le contexte particulier de Mbuji-Mayi, c'est la misère liée à l'exploitation minière et plus précisément au pillage des ressources diamantifères à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila père. Et il faut savoir que le gouvernement de Kabila père, après avoir pris le pouvoir en 1996, avait tellement besoin d'argent qu'il a concédé le monopole des exportations de diamants à un Israélien, Dan Gettler, et il y a eu un pillage systématique et on voit les anciens salariés sans aucune ressource, les salaires pas payés depuis 2007. Et donc la misère ambiante liée à ce pillage des ressources explique ce phénomène. Il y a un deuxième phénomène, il y a une deuxième raison qui me paraît très forte, c'est la crédulité. On le voit bien, il y a une association directe avec l'expansion des églises du réveil, des églises charismatiques, qui jouent sur
On va en parler, bien sûr. Le phénomène que Marx avait remarquablement étudié en 1848 lorsqu'il parlait de l'opium du peuple. Et on voit bien que ces deux phénomènes sont parfaitement liés pour expliquer l'ampleur de ce processus qui voit l'expansion des enfants sorciers. Vincent, vous qui êtes journaliste, à chaque fois que vous faites un reportage en Afrique, vous rencontrez la sorcellerie à chaque coin de rue. Est-ce que la sorcellerie est pour vous, journalistes, la marque de l'Afrique ? Évidemment, il serait inepte de sombrer dans une sorte de folklorisme essentialiste, c'est l'Afrique patron, hein. Mais le déni du fait sacré dans l'Afrique contemporaine est, à mon avis, une erreur fondamentale. Le président africain aujourd'hui a très souvent à ses côtés un marabout, voire un féticheur. Le patron du club de foot qui règne sur la planète du ballon rond sur le continent noir va avoir dans ses lignes budgétaires un budget laboratoire. C'est quoi le budget laboratoire? C'est précisément le financement du maraboutage de l'équipe adverse. Donc, si le socialisme réel, c'était les soviets plus l'électricité, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est la Wi-Fi plus le marabout. Et ceci, y compris chez quelqu'un qui peut être diplômé de Yale ou de Harvard. Bon. Donc, cela étant dit... C'est pas seulement dans la rue, c'est un système, hein, presque. Hein. Il y a un rapport au sacré qui est absolument irréductible à notre rationalisme cartésien. Deux anecdotes très simples. Je rentre d'un reportage au Bénin, où je travaillais par exemple sur un phénomène schismatique au sein de l'Église catholique. Eh bien, l'un des apôtres, entre guillemets, de cette nouvelle Église me dit d'ailleurs, nous avons recueilli 200 enfants sorciers que nous éduquons et que nous nourrissons. Bon, 200... 20, 10 ou 2, je l'ignore, je ne pourrais pas les voir, ils sont là, en dépit de mes demandes, mais ils sont là, le phénomène existe. Au Bénin. Au moment où je me trouve à Cotonou pour ce reportage, un quotidien local publie pleine page cette information, je cite le titre de mémoire, une vingtaine d'enfants sorciers dénichés dans une école publique. Ceci est présenté comme un fait acquis. Ça n'est pas du tout discuté, il n'y a aucune distanciation. Et on nous explique dans le corps de l'article qu'il y a un enfant qui tombe évanoui, on enquête, il avoue après un interrogatoire musclé au demeurant, on le devine entre les lignes, il avoue et il accuse son frère, sa grand-mère et son père. Donc la prégnance du fait est permanente, en tout cas en Afrique centrale, mais aussi au Nigeria, en Angola, ne l'oublions pas. Pas seulement dans le bassin du Congo. On ne peut pas nier l'importance du sujet, je voudrais qu'on réécoute les premiers témoignages d'enfants du documentaire de Daniel Grand-Clément. Papa et maman m'ont chassé de la maison en me disant que je suis sorcière. Alors, je traîne dans les mines. Et tu es partie seule? Ils m'ont chassée avec ma sœur. Et toi, quel âge as-tu? 10 ans. Qu'est-ce que vous faites sur la mine? On ramasse du gravier, on le tamise. Après, on essaie de vendre les diamants. D'autres acceptent l'accusation. Ils sont des démons, en sont persuadés. On le leur a répété depuis toujours. Ils n'en doutent plus. Oui, nous sommes sorciers et nous allons danser près de la rivière. On danse toute la nuit. Tu veux rester sorcier toute ta vie? Non, je veux m'en sortir. Et puis je cherche des aides pour quitter la mine. Tu as déjà vu le diable? Oui, j'ai déjà vu le diable. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai déjà vu la nuit, là où je danse pendant la nuit. Toby Nathan, c'est exactement ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Hein. Oui. On ne dit pas seulement qu'ils sont sorciers, ils le disent eux-mêmes. C'est ça qui est impressionnant, saisissant. C'est ce qui est saisissant, c'est ce qui m'a saisi la première fois et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment on peut entrer en relation avec cet univers. Il faut bien comprendre aussi que ça provient... La sorcellerie en Afrique est une sorcellerie ethnique, en fait. La sorcellerie traditionnelle. Il faut bien comprendre ce que c'est-à-dire que, par exemple, le Congo, tout le monde le sait ici, c'est entre 200 et 400 ethnies. Ethnie signifie des langues, quoi, des langues différentes, des groupes différents, des espaces différents. C'est beaucoup, beaucoup d'ethnies. Ces ethnies sont protégées par la sorcellerie. La sorcellerie, c'est en quelque sorte l'infanterie qui garde les frontières de cette ethnie. C'est ça la tradition. Maintenant, vous ouvrez ces ethnies,
les gens se retrouvent dans d'immenses agglomérations où tout le monde est mélangé, où les gens se marient ensemble. Et à ce moment-là, cette sorcellerie-là, qui est une sorcellerie traditionnelle, qui ne fonctionne qu'à l'intérieur du groupe, parfois du clan seulement, tout d'un coup, elle devient à la fois la chose la plus importante et plus maniable du tout. Et ça explique la raison pour laquelle dans les églises, parce que par exemple si je suis dans une église, moi je suis Vili, la fille que je suis en train de voir, elle est Bakongo par exemple, eh bien je vais l'épouser parce que nous appartenons à la même église. Nous sommes peut-être pas de la même ethnie, mais nous sommes de la même religion et ça fait que nous sommes ensemble. Et c'est pour cette raison que c'est dans les églises que les choses se développent. Donc il y a un phénomène qui est un phénomène de fond. Ce qui est dit là, très clairement, c'est qu'il y a un autre monde. Un autre monde qui arrive, oui. Alexandra Simprik, ce qui frappe aussi, c'est que l'enfant sorcier... vous dites, il n'est jamais seul. Il désigne toujours la personne qui l'a amené à être enfant sorcier. Oui. C'est qui cette personne? C'est qui cette personne? En fait, je me permets d'aller dans le sens de Toby Nathan. Justement, cette sorcellerie que nous observons aujourd'hui, c'est une sorcellerie qui a su s'adapter au contexte très contemporain, un contexte où le discours sorcellaire intègre tout ce qui est lié à la modernité, tout ce qui est lié à des apports d'un monde qui vient de l'extérieur. C'est là la force de cette sorcellerie aussi. Je ne parlerai pas nécessairement de sorcellerie traditionnelle, mais d'un renouveau du discours sorcellaire. Et ce renouveau se voit également au sein de la parenté. La parenté était pour certains le revers noir de la sorcellerie. On ne pouvait s'attaquer qu'à quelqu'un au sein de la famille, au sein de la parenté. Alors, lorsque nous nous déplaçons dans un contexte urbain, cette famille, cette parenté se décompose, se recompose. Il n'y a plus de famille. Ce qui avait un sens à une époque n'a plus de sens. La polygamie, qui par exemple dans les villages a été structurée d'une certaine manière, dans le contexte urbain ne l'est plus. Vous avez des maîtresses, des coépouses qui vivent parfois dans la même ville, dans le même quartier, mais sans vivre ensemble dans un espace qu'on peut appeler en Afrique une concession. Donc là, ces enfants, lorsqu'ils parlent de maman, de papa qui m'ont chassé de la maison, c'est souvent une famille recomposée. C'est souvent une belle-mère qui... Ce sont des enfants mal aimés. Ce sont des enfants mal aimés. La réalité, c'est ça d'abord. Tout à fait. Et juste pour vous dire qui ils accusent, c'était ça votre question. Oui. Ils accusent souvent quelqu'un, soit au sein de leur famille, qui peut être leur mère, parce qu'on voit bien qu'il y a ce rapport enfant-mère qui est quelque peu déstabilisé, mais ça peut être aussi une voisine, ça peut être aussi une vieille maman du quartier, ça peut être aussi un homme, ça peut être finalement n'importe qui. Le plus souvent, c'est une femme qu'ils accusent, vous dites. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, c'est un grand-père, souvent. Souvent un grand-père, c'est des vieux. Vincent. Alors ça, c'est un des phénomènes, je trouve, les plus intéressants, c'est que, traditionnellement, le concept de sorcellerie était attaché au vieillard ou à l'antique sorcière. Le phénomène d'urbanisation anarchique qui vient d'être décrit, le contexte des conflits armés, avec notamment la montée du phénomène milicien et le recrutement forcé en général d'enfants soldats, la détresse sociale, ont évidemment conduit à une mutation génétique de la sorcellerie. C'est-à-dire le fait sacré demeure, mais ses modalités, ses modes d'expression évoluent. Et d'ailleurs, il faut trouver une raison au malheur qui nous frappe. Une mort, donc un deuil, la misère, l'absence d'emploi, l'accident, etc. Il faut, d'une certaine manière, le rationaliser par le sacré. Une petite nuance par rapport à ce qui a été avancé à juste titre d'ailleurs sur le rôle funeste des églises évangéliques. C'est vrai que beaucoup de prédicateurs, patrons d'églises autocéphales, très souvent mercantiles, ont assis une partie de leur emprise sur leur capacité supposée, à travers des rites très spectaculaires, à désenvoûter, etc. Dieu merci, c'est le moment de le dire, il y a parfois d'heureuses exceptions. Et justement, en RDC, en l'occurrence dans une région, un État qui s'appelle le Katanga, à Lubumbashi, il y a aussi des églises qui ont lancé des campagnes contre ce phénomène. Avec notamment, je me souviens avoir vu un jour un t-shirt « Protéger un enfant, c'est pas sorcier ». Oui, mais attendez, on va réécouter tout de suite, quand même dans le documentaire, ce que disait un pasteur qui disait à quoi il reconnaissait un enfant sorcier.
Un enfant sorcier, c'est un enfant qui est possédé d'un esprit mauvais, un esprit démoniaque. Donc c'est un enfant dont au départ il est opprimé par la puissance du diable, puissance maléfique. Et après, il reçoit un esprit mauvais. Donc il est possédé, il est habité par un esprit mauvais. Et comment constatez-vous cette présence d'un esprit mauvais? Donc on peut le constater tout d'abord par son caractère, par les agissements, C'est-à-dire, qui sont anormaux. par exemple, Par exemple, un enfant têtu. un enfant têtu peut être considéré comme... Oui, il peut possédé être par comme le ça, démon. mais de nature, mais un enfant, on voit un enfant qui a une tête dure et exagérée. Tout d'abord, un enfant qui ne respecte pas, par exemple, les adultes, les parents, un enfant qui vole, hein, un enfant qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez, les signes là montrent aussi que cet enfant, il est habité, ce n'est pas lui qui fait ça. C'est un autre esprit qui l'habite. Ou bien à partir des prophéties, des dons spirituels, Dieu peut révéler que cet enfant, il est habité par un esprit mauvais. Pierre-Jacques, vous avez été ambassadeur, vous dirigez une ONG. Ça, c'est très précisément ce que vous dites dans votre livre, c'est-à-dire les religions, elles entretiennent la sorcellerie autant qu'elles luttent contre les sorciers, hein, quand même. Oui, je crois qu'il y a une chose importante à dire, suite à ce qui vient d'être dit, en associant, en parlant de décomposition sociale liée à l'urbanisation anarchique ou sauvage, la manière de traiter l'enfant n'est pas la même dans le monde rural traditionnel, où c'est un capital retraite, il y a un respect de l'enfant dans le lignage, et dans la ville, où c'est une charge, c'est une bouche à nourrir. Je pense que c'est important, de façon à ce que les téléspectateurs n'aient pas une image ténébreuse de l'Afrique et du rapport à l'enfance. Je crois que ça me paraît très clair dans le film, mais je crois qu'il faut apporter cette nuance. J'ajoute à ça que ces églises du réveil, pentecôtistes qui sont peuplées de gourous venus pour certains du Nigeria, certaines de ces églises sont inspirées des mouvements pentecôtistes nord-américains, Born Again et autres. On en compte à peu près 10 000 en République démocratique du Congo. 10 000. Oui. En fait, le résultat est effectivement très ambigu parce que l'urbanisation, c'est la rupture des solidarités familiales, celles qui existent dans le monde rural. L'individu se retrouve dans un monde anonyme, cruel, violent, souvent sans travail ou sans activité fixe. Et c'est le monde de la pauvreté. Et l'Église qu'on voit dans le film offre aussi une espèce de sécurité, de protection. On y passe le dimanche, on y chante, on a une absolution gratuite, il suffit de déclarer ses péchés, sauf qu'il faut payer, enfin une absolution. Alors on voit l'individu qu'on vient d'entendre parler, c'est un charlatan. Il faut bien voir que c'est un individu qui peut faire fortune. Il faut payer, pour être délivré, quand on est un enfant sorcier, Alexandra Sipric, il faut payer combien ? Ah, mais ça dépend des églises, parce que vous avez des églises qui sont connues comme des églises un petit peu élitistes, où vous pouvez payer entre 15 et 30 000, mais allant jusqu'à 100 000 francs CFA pour une délivrance. Oui. C'est un business, hein. C'est un business. Ça fait en euros, ça fait... Il y a un individu, un archibishop très connu qui est à la prison de Makala à Kinshasa depuis quelques années, qui s'appelle Kutino, et qui était connu pour son immense fortune. Et on a découvert encore récemment, ça fait 7 ans qu'il est en prison, qu'il disposait de Picasso, de limousines, tout ceci acheté avec ses quêtes organisées à l'occasion de ces grandes cérémonies. Quand je parlais d'absolution gratuite, en fait, c'est parce que je voulais dire qu'elle n'était pas payante, je voulais dire qu'elle était obtenue de manière quasiment spontanée à l'occasion de ces rites liturgiques dans ces églises. Vous avez assisté en Centrafrique à des opérations de chirurgie, oui, hein, pour délivrer un enfant, mais qui n'ont pas été effectuées par des pasteurs des églises. Il faut faire une petite distinction parce que il y a aussi des guérisseurs, des voyants, des devins qu'on appelle en Afrique centrale d'une manière assez générale les nganga. Et donc moi j'ai assisté à des opérations où on essayait d'extraire la substance sorcière. Pour ceux qui ne savent pas, la sorcellerie en Afrique centrale, vraiment pour résumer, parce que les formes sont diverses et variées, serait un petit organe ou une chose dans le ventre de la personne
qui, lors de cette opération, pourrait être extraite et finalement montrée au public comme quoi cette personne effectivement a été sorcière et que à partir de maintenant, cette sorcellerie a été prélevée. Mais ces opérations-là n'ont rien à voir avec le terme opération médicale. Elles sont effectuées avec un couteau de cuisine où on ouvre le ventre sans anesthésie à des enfants de 12-13 ans qui, bien entendu, suite à ces opérations, la plupart du temps, décèdent. L'explication est que la sorcellerie a été malheureusement trop puissante. Toby Nathan, l'image traditionnelle du sorcier, c'est plutôt le vieillard. Et là, ce sont des enfants. Oui. Ça, c'est totalement nouveau. C'est un événement extrêmement important. Et je crois... Bon, d'abord, il y a une raison économique à ça. C'est-à-dire que ces enfants qui vont travailler dans les mines de diamants reviennent beaucoup plus riches que leurs propres parents. Il y a une sorte d'inversion financière, et deviennent des patrons. Moi, j'ai vu ça au Burundi, où il y avait des groupes d'enfants comme ça, qui étaient d'anciens enfants soldats armés, qui avaient 13 ans, 14 ans, qui étaient des chefs de bande, quoi. Et donc, on a peur des enfants à cause de ça, parce que les enfants retournent la situation, la filiation, en quelque sorte. C'est une contestation radicale de la société africaine, parce que c'était quand même les aînés, a priori, une contestation, qui dirigeaient. Mais la société africaine l'a digéré. Et je pense que le mécanisme de la sorcellerie moderne est une des façons de la digestion. Parce que je voudrais que on s'arrête un petit moment. On est en train de donner une image assez négative, c'est vrai, sombre, vous disiez, de ces phénomènes. Il faut comprendre aussi pourquoi un pays entier est passionné par ça. Un pays, peut-être presque à l'échelle d'un continent, est passionné par ça. Et je voudrais dire quelques éléments. Ce qu'on a vu, par exemple, sur la délivrance en question. Vous voyez, on interroge le gourou. Il dit n'importe quoi, il dit n'importe quoi, parce qu'il ne sait pas répondre en vérité. Mais c'est pas là que réside l'intelligence du système. L'intelligence du système, c'est que vous amenez une énigme, et il y a quelqu'un qui entre en transe, et c'est le visionnaire. Il y a un visionnaire, et ce visionnaire se met à parler en langue. On le voit dans le film, il parle en langue. À côté de lui, il y a un reporter. Ça s'appelle un reporter. Il est là et il prend des notes. On le voit dans le film aussi. Il y a celui qui est en transe, qui parle dans une langue incompréhensible, et il y a un reporter qui note. Et ensuite, le reporter traduit cette chose invraisemblable qui a été dite en langue que personne ne comprend. Et c'est dans la traduction qu'il y a une sorte d'intelligence du cachet qui apparaît. C'est pour ça que les gens sont passionnés. C'est que le monde qu'ils voient est tellement incompréhensible, est tellement imprévisible. Qu'est-ce que dit la traduction? Il a dit, cet enfant-là, on lui a donné quelque chose à manger la nuit, certainement quelque chose qui correspond à ça. J'ai pas compris, puisque je comprends pas. Je suis pas un reporter, moi je suis pas capable d'entendre lorsqu'on parle en langue, mais j'imagine, c'est toujours comme ça, quelque chose qui ressemble à ça. Cet enfant, on lui a donné quelque chose à manger la nuit, et depuis, il est rentré dans le groupe et il mange avec les autres. Alors, ce qu'on s'attend, c'est que cet enfant révèle le cachet du village, du quartier, de la famille. Et c'est pour ça que tout le monde est passionné. C'est quelqu'un qui va venir vous donner les secrets de la société. Comment ça se fait que telle personne s'est enrichie? Comment ça se fait que dans cette famille, tout le monde soit tombé malade ou soit au chômage, etc. Toutes ces choses qui sont cachées au commun. Aller au-delà des apparences. Exactement. C'est ça que signifie le mot « la nuit ». Et pourquoi vous dites que l'enfant, lorsqu'il mange de la chair humaine, qu'il dit qu'il mange de la chair humaine, vous dites il ne mange pas par méchanceté? Non, parce qu'il est... Par simple méchanceté. C'est qu'il a été séduit, attiré par un sorcier professionnel, senior en quelque sorte. Il est rentré dans un groupe. Il est rentré dans un groupe qui est initié au secret. Cette notion d'initiation est tout le temps présente. C'est-à-dire vous avez un monde incompréhensible uniquement perceptible aux initiés. C'est des choses que nous connaissons ici en France, je veux dire.
Petite nuance lexicale. Qu'est-ce qu'on connaît en France vous savez, dans la bonne ville de Loudun, il n'y a pas si longtemps, on a brûlé un sorcier. Hein, je veux dire, c'était au 19e siècle, donc c'était pas il y a un millénaire et demi. Petite nuance lexicale sur le terme manger. Quand on accuse un gamin d'avoir mangé son petit frère, sa grand-mère, etc., bouffé, dit-on d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il a commis un acte anthropophage. Ça veut dire qu'il a provoqué sa mort. Manger, c'est provoquer la mort d'eux aussi. Bon. Par ailleurs, s'agissant là encore des raisons qui vont conduire une famille à lâcher, à abandonner, à accuser l'enfant, il y a aussi une tendance qui n'est pas nécessairement perceptible au premier degré à invoquer la sorcellerie comme un prétexte, un alibi pour se débarrasser de la bouche à nourrir superfétatoire qu'on évoquait tout à l'heure. Attention, il y a cette dimension de crédulité intense qui est tout à fait authentique, mais c'est aussi, je dirais, la sorcellerie qui a bon dos quand on estime qu'il faut se débarrasser de l'enfant, et notamment de l'enfant de la famille recomposée, rejeté par le nouveau conjoint. Dans ce cas-là, c'est tellement commode, puisque c'est culturellement accepté, ce concept de sorcellerie, de lui imputer ce travers-là. Ça n'est pas nécessairement toujours une conviction profonde de la part des membres de la famille. Hein. Moi, je vois ça à Paris, où les gens ne sont pas démunis, où les enfants sont relativement bien acceptés, et tout d'un coup, il y a un retournement de situation à propos d'un enfant. Là, cette explication ne tient pas du tout. Hein. Bien sûr que au Congo, dans le village ou à Kinshasa, évidemment que ça tient. Mais ici, à Paris, cette explication ne tient pas. Il y a ces églises-là existent à Paris et ces événements-là se passent dans la banlieue parisienne. Hein. Je les vois encore aujourd'hui dans la banlieue parisienne. Donc il y a quelque chose de plus. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que on nous amène ces enfants en disant soignez-les. Mais c'est pas eux qui sont malades. C'est pas eux qui sont malades. C'est ça qui m'a le plus frappé. C'est ceux qui vont le mieux. Ça, vous dites ça comme ethnopsychiatre. Oui, oui. Mais enfin, ces enfants sont... Ils sont rejetés par tout le monde. Mais quand on les regarde, c'est celui qui va le mieux dans la famille. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on lui reproche. Tout le monde est malade et toi, t'es pas malade. Comment ça se fait? Il y a une explication à ça. Et nous, on va s'acharner sur celui qui est pas malade. Il y a un truc qui marche pas. Jacques Maud, un ambassadeur, je pense, qui regarde... quand il fait son boulot, j'imagine, il regarde d'abord les enfants, quand même, et l'état dans lequel ils sont. Oui, à cet égard, je dois insister sur la violence extrême dont sont victimes les enfants. Ça, c'est très spectaculaire. L'espérance de vie d'un enfant des rues à Kinshasa n'est pas supérieure à 25 ans. Ouais. Un enfant sorcier ne vieillit pas. Ne vieillit pas, non, parce qu'il est victime d'accidents, il est victime de maladies, parfois il se drogue. Les filles sont contraintes à la prostitution. Donc là, les conditions de vie sont d'une violence extrême. On a vu également les enfants qui descendent dans ce couloir minier, dans ce boyau qui est une horreur absolue. On voit les problèmes de respiration. Donc il faut bien voir que la violence, vous dites dans votre livre qu'elle n'est pas seulement chez les enfants sorciers, elle est les enfants de rue. Ah oui, bien sûr. Hein? On parle de justice populaire, et c'est en gros ce qui s'est passé à Mbuji-Mayi. Là, c'est évoqué dans le film en 2004, où 40 enfants ont été brûlés pour certains d'entre eux. C'est des phénomènes qu'on peut observer. Et les enfants eux-mêmes, on les appelle les Tchégués. Ça vient de Che Guevara ou de Schengen, on ne sait pas très bien quelle est l'origine. Oui, parce qu'ils aspirent tous à pouvoir partir. Mais d'autres s'appellent Tchégués parce que référence à Che Guevara. Mais ça paraît plus ils peuvent se transformer en ce qu'on appelle des koulounas. Ça veut dire colonnes, c'est-à-dire en s'organisant en bandes extrêmement violentes. On les trouve dans un certain nombre de quartiers pauvres de Mbuji-Mayi ou de Lubumbashi ou de Kinshasa. Ce qui est peut-être important à dire, ce qui n'est pas assez montré à mon avis dans le film, c'est le travail qui est fait par des organisations, des associations de droits de l'homme, des groupements de femmes, pour essayer de récupérer ces enfants, d'abord les protéger, ensuite leur apprendre un métier, tenter de les réinsérer dans leur famille et de leur donner, de les réintégrer dans la vie sociale. Là, il y a une belle histoire, c'est ce jeune... chauffeur de taxi qui est passé par l'armée. On va l'écouter, le chauffeur de taxi, on l'écoute. J'étais un enfant sorcier. C'était taxé comme ça quand j'étais encore enfant. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était juste après la mort de mon père. La famille est venue en disant que c'était nous, les enfants, qui avons bouffé
et notre papa. Et c'était vraiment terrible à cette époque-là. C'était terrible. C'était insupportable. Personne ne pouvait supporter cela. Et on nous avait abandonnés. Vous avez, pardon? Abandonnés, oui. Abandonnés par la famille de notre papa, qui nous avait abandonnés. Et personne ne s'intéressait de nous. On vivait comme les enfants de la rue. Et vous avez été militaire. Quand vous êtes rentré à l'armée, on ne vous a pas demandé si vous aviez été enfant sorcier. Vous n'avez pas mentionné ça. Non, on ne savait pas que j'étais sorcier. Personne ne le savait. Finalement, c'est la guerre qui vous a sauvés. Bien sûr, c'était la guerre. C'est la guerre qui nous avait sauvés. Et là, à partir de ces moments, j'ai commencé une nouvelle vie. Une nouvelle vie. C'est la guerre qui l'a sauvé. Un enfant qui dit ça. C'est la guerre qui m'a... Hein? Un adulte qui dit c'est la guerre qui m'a sauvé. Oui. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il dit. Hein. C'est l'armée. Oui, c'est l'armée, bien sûr. Mais sorti de son milieu. C'est-à-dire, il est accusé de la mort de son père. Hein. C'est-à-dire, si le père est mort, c'est que c'est les enfants qui l'ont mangé. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que leur système est un système traditionnellement matrilinéaire. C'est-à-dire qu'à la mort du père, normalement, tout l'argent revient à ses neveux. Or, le père vivait avec ses propres enfants. Je suis en train de vous raconter sa vie, je ne le connais pas, hein. mais ce sont des choses que j'ai rencontrées beaucoup, quoi. Le père vivait avec ses propres enfants, en fait. Hein. Et les enfants imaginent qu'ils vont hériter au moins de la maison, des petites cuillères, des petits biens. Mais à ce moment-là, la famille des sœurs du père viennent et prennent tout. Si les enfants se révoltent, à ce moment-là, on les accuse. C'est ça qui s'est passé. Hein. Et parce que vous avez deux systèmes d'héritage qui rentrent l'un dans l'autre. Le système d'héritage traditionnel qui est matrilinéaire et le système de vie qui est patrilinéaire parce que le père vit avec ses enfants, pas comme c'était autrefois dans le village. Et ça, c'est vraiment un phénomène général au Congo. Hein. De toute façon, dans le documentaire de Grand Clément, il y a quand même de grands absents. Hein. Non, les grands absents, on se dit, mais que fait la police, que fait la justice le pouvoir africain se désintéresse totalement de ces questions-là. C'est une facette parmi tant d'autres de la grande faillite étatique de l'Afrique. C'est-à-dire que pourquoi certains de ces enfants trouvent le salut? Parce que des initiatives locales, des ONG, des réseaux se mettent en place, des églises, pour le coup, volent à leur secours. Mais honnêtement, là-dessus, soyons clairs, le discours étatique, quand État il y a au demeurant, il vise à, en quelque sorte, attendrir les partenaires occidentaux, les bailleurs de fonds, etc. Mais ça n'est pas un enjeu. C'est-à-dire qu'il y a un abandon, comme il y a un abandon de l'école, comme il y a un abandon du système sanitaire, par des pays qui notamment ont été empoisonnés, pour certains d'entre eux, par le mirage pétrolier. Ce n'est pas un hasard si on appelle l'or noir la merde du diable en Afrique. Et donc, d'une certaine manière, il y a une part, là aussi, d'essentialisme culturel. C'est comme ça, comme chez nous. Et puis, il y a une véritable détresse, faillite de l'État qui explique l'absence de politique nationale sur ces questions-là. Alexandra Simprik, question très concrète. Est-ce qu'il y a des pays d'Afrique où la sorcellerie est un crime, est un délit, est traitée comme tel, reconnue comme tel? Oui. Plusieurs pays... Punie comme tel? Oui. Plusieurs pays d'Afrique francophones ont maintenu dans leur code pénal un article qui condamne ou punit la sorcellerie. Sauf, il faut être précis, que certains pays ont complètement abandonné cet article et on n'en parle plus dans le système judiciaire, tandis que dans d'autres, République centrafricaine en fait partie, ça fait partie d'un grand nombre des affaires qui sont présentées devant le juge, y compris des enfants accusés de sorcellerie. Donc, en Centrafrique, quand vous êtes face à un agent d'État, police, gendarmerie, des enquêtes sont ouvertes, on peut poursuivre quelqu'un parce qu'il aurait mangé le cœur de quelqu'un d'autre. Donc oui. Toby Nathan, vous expliquez que la sorcellerie, c'est voir derrière les apparences. Oui. Est-ce que la sorcellerie pourrait fonctionner, pourrait tout d'un coup fonctionner dans nos propres sociétés? À la limite,
la transparence qui fait les grands débats en ce moment, c'est la volonté de voir derrière les apparences. Mais elle fonctionne. Il y a un peu de sorcellerie là-dedans. Elle fonctionne presque dans nos sociétés. Je veux dire par là que quand un groupe, vous appartenez à une corporation, un groupe se réunit et dit un tel, il commence à dire du mal d'un tel, et il y a une sorte de cabale qui se monte contre lui, et que finalement, à la prochaine brouette, vous êtes dedans, quoi. Vous disparaissez, votre poste disparaît. Ça, c'est de la sorcellerie pratique. C'est-à-dire, c'est des groupes qui s'associent pour manger quelqu'un, s'emparer de son poste, le faire disparaître de la scène. Et je vous signale quand même que la plupart des maladies psychologiques se déclenchent au boulot à cause de phénomènes semblables, c'est-à-dire des sortes de cabales qui sont montées contre quelqu'un. Ça, c'est de la sorcellerie au quotidien. En Afrique, elle prend un caractère sacré, mais c'est le même mécanisme, c'est des mécanismes de pouvoir en vérité. Et c'est pour ça que j'explique dans mon bouquin que la sorcellerie, au fond, c'est de la politique, mais c'est la politique du quotidien, quoi. C'est-à-dire le rapport au pouvoir. Dans votre roman, c'est une façon de faire de la politique. Monsieur Jacquemot, vous dirigez l'ONG Le Gret. Oui. Dans les 30 secondes qui nous restent, donnez-nous des motifs d'espérer. Vous dites qu'il ne faut pas dresser un portrait catastrophique de l'Afrique. C'est vrai, il a raison. Et de cette réalité-là. Absolument. Là, je crois on est confronté à une réalité très difficile. Je pense effectivement, comme Vincent Hugeux, que l'appareil d'État est défaillant. La police ne protège pas les enfants, l'armée enrôle les enfants soldats. Il faut voir, je pense que l'issue, c'est certainement la société civile, d'abord des sociétés africaines, aidées en cela avec certaines ONG qui font, il faut le dire, un travail tout à fait exceptionnel. Je voudrais simplement citer deux d'entre elles, Save the Children, dont c'est la vocation, mais également, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, Médecins sans frontières, qui assurent en matière de soins des tournées au bénéfice de ces enfants pour essayer de les sortir de leurs conditions dramatiques. Merci beaucoup, Pierre Jacquemot, Vincent Hugeux, Toby Nathan. Merci encore plus à vous, Alexandra Simpri, qui est venue d'un peu loin pour venir nous raconter l'Afrique comme vous l'avez fait. Aurélie Dafas